Salam alaikum, bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre pour le niveau de troisième année de collège. Rappelez-vous chers élèves, toujours avec le système immunitaire, on a vu que l'organisme est entouré par plusieurs types de microbes. Il est doué d'une type d'immunité, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique pour se défendre contre les agents pathogènes. Immunité naturelle immédiate et aussi non spécifique, c'est une immunité innée dans l'organisme, et immunité spécifique de deux types. Immunité spécifique cellulaire, par les cellules lymphocytes T tueuses, dont les acteurs sont T tueurs, et l'immunité spécifique, on dit immorale, dont les acteurs sont les anticorps sécrétés par les plasmocytes dérivés de lymphocytes B. On a vu aussi qu'on a parlé, ce système immunitaire peut subir des défaillances. Le cas, on a dit aussi, qualifié des dérèglements, le cas des allergies, qui est une hypersensibilité, et aussi on a parlé le cas de SIDA, une immunodéficience qui est acquise dans la vie. Parfois, il y a une immunodéficience qui est natale dès la naissance. Maintenant, je vous invite, chers élèves, on va s'interroger sur comment sont affectés l'organisme. Ces microbes parfois affectent l'organisme qui est de l'appareil génital. L'exemple ici, il y a des symptômes comme le cas ulcère au niveau de la muqueuse buccale d'un patient atteint de syphilis. Syphilis, c'est une maladie qui affecte l'appareil génital. Une autre photo, elle représente don du sang. Sans doute, on va s'interroger sur l'hygiène de l'appareil génital et problèmes liés parfois, on se demande, on cherche un type donné de sang. Et la question suivante, les questions qu'on va poser, chers élèves, c'est quels sont les dangers qui menacent l'appareil génital et aussi les types de sang. Donc, en problématique, quels sont les dangers qui menacent la santé de l'appareil génital et quelles sont les mesures d'hygiène permettant de préserver cet appareil, quels sont les problèmes liés à la transfusion sanguine. Et on commence, chers élèves, par l'hygiène de l'appareil génital et on va essayer de connaître quelques types de ces dangers qui menacent l'appareil génital. Aussi, on parle des maladies qui sont qualifiées maladies sexuellement transmissibles. Principalement, on les a qualifiées aussi des infections, des maladies qui sont transmises principalement à l'occasion de relations sexuelles. On va voir ces maladies, l'exemple ici, selon le bactérie ou le type d'agent pathogène responsable. L'exemple des bactéries, on cite ici la maladie de gonococcie. L'agent pathogène ici, ce sont des bactéries. Et les manifestations chez l'homme, inflammation aiguë de l'urètre, brûlure intense à l'émission d'urine, écoulement de pus. Chez la femme, on observe qu'il y a peu de symptômes, mais parfois légère perte vaginale. Des traitements et des complications, l'utilisation des antibiotiques, il y a un risque de stérilité. C'est-à-dire, il y aura un problème sur la production des gamètes. Deuxième type de maladie, c'est le cas de syphilis. L'agent pathogène, toujours sont des bactéries, qui, parmi les manifestations, apparition d'un chancre, plaie indolore et purulente sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche, 2 à 6 semaines après la contamination, 3 mois plus tard, l'apparition de taches roses sur le corps. Ce sont des infections sexuellement transmissibles. Un antibiotique, sans traitement des années plus tard, atteintes nerveuses et viscérales qui peuvent être mortelles. Observons, chers élèves, que ce sont des maladies qui sont très dangereuses parfois. Alors, ces agents pathogènes qui causent parfois, qui peuvent arriver jusqu'à la mort. Et c'est pour cela, donc, sont très dangereux. On va voir d'autres types de ces maladies causées maintenant par des virus. On cite ici l'exemple de l'hépatite B ou C, due à des virus. Et aussi l'exemple de SIDA qu'on a déjà parlé la séance précédente.
Remarquons comment se fait la contamination. Le virus qui entame les cellules, qui détruit, qui finit par la destruction de la cellule infectée. Parmi les manifestations, le cas de l'hépatite B ou C, dans 90% des cas, pas de symptômes, malgré une hépatite, infection du foie, dans 10% des cas, apparition d'une jaunisse et d'une grande fatigue. Les complications, donc, est-ce qu'il y a un traitement, vaccin pour protéger de ces sujets sains, et il y a un risque d'évolution vers cirrhose et des cancers du foie. Quant le cas du sida, qu'on a déjà parlé, maladie sans symptômes nets pendant des années, on a dit que durant la phase asymptomatique, mais une fois le patient ou la personne entre dans le cas de la phase de sida déclaré, il y aura l'apparition des maladies opportunistes. Et parfois, il est très dangereux qui finissent par la mort. Donc, médicaments bloquant la multiplication du virus, il n'y a pas de vaccin. D'autres types d'agents pathogènes, toujours en relation avec les infections qui touchent l'appareil génital. Rappelez-vous, quand on parle de l'appareil génital ici, c'est lié à la reproduction. Le protozoaire, qui sont des animaux unicellulaires, protozoaires formés d'une cellule. On a déjà évoqué des exemples, l'exemple de l'amibe, l'exemple de Paramecie. Ici, un autre exemple, Trichomonas. Regardons la forme de ce microbe, comment il est, de ce protozoaire, un grand noyau à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il cause comme des manifestations? Pas de symptômes chez l'homme, ou parfois faible écoulement au niveau de la verge. Chez la femme, perte vaginale avec brûlure. Le traitement, donc, des antibiotiques, il y a peu de complications. Aussi, un autre agent, c'est le cas des mycoses. Les levures sont des champignons, mycoses génitales, comme le cas de Candida. Candida, type de champignon, qui cause chez l'homme des rougeurs du gland, des mangisons au niveau des organes, perte vaginale avec brûlure chez la femme, souvent intense. Un traitement local par des crèmes, récidives qui sont fréquents. Et parfois, il y aura des traitements à l'échelle de l'organisme selon l'état de cette atteinte. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un diagnostic. Donc, on peut dire que parmi les mesures qu'on peut proposer comme des mesures pour se prévenir contre ces dangers, donc prévenir vaut mieux que guérir, c'est la devise qu'il vous faut avoir, surtout dans le cas des MST, maladies sexuellement transmissibles, ou aussi on parle des infections sexuellement transmissibles. Donc, se laver d'une façon régulière, surtout les organes génitaux, rester toujours fidèle à son conjoint dans les rapports sexuels et le prévenir dans le cas d'infection. Dans le cas de contamination de l'un des conjoints, utiliser le préservatif pour chaque rapport sexuel, vaccination contre ces infections et consultation régulière de médecins. C'est le diagnostic qui est la meilleure façon pour toujours être en état de surveillance vis-à-vis les maladies qui peuvent toucher l'appareil génital. Et en bilan, pour cet axe, chers élèves, donc les infections sexuellement transmissibles qui touchent l'appareil génital sont des infections qui se transmettent au cours des rapports sexuels. Les agents responsables de ces infections sont soit des bactéries, syphilis, gonococcie, soit des virus, sida, herpès, soit des protozoaires, des animaux unicellulaires comme le cas de Trichomonas, ou des champignons mycoses génitales. Voyez-vous qu'il y a une diversité de microbes qui touchent l'appareil génital, d'où la prévention. Cette prévention passe avant tout par l'information, ce qu'on appelle la sensibilisation, connaître les maladies, connaître les risques, les possibilités de traitement permet à chacun de prendre ses responsabilités et nous devons, chers élèves, être conscients vis-à-vis de notre santé par l'adoption des comportements adéquats. L'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels est la seule méthode de protection contre ces infections sexuellement transmissibles. Chers élèves, maintenant on va passer à quelques spécificités de système immunitaire, parfois des problèmes liés à l'immunité. Souvenez-vous bien, on a parlé que chaque molécule étrangère à l'organisme va causer des problèmes, va causer ou va induire une réponse à l'immunitaire pour
éliminer cet élément étranger. Le cas lorsqu'il y a un don de sang, par exemple, lors d'un accident, par exemple, on trouve qu'il y a quelqu'un qui a besoin du sang et donc il doit qu'il y ait un donneur du sang. Donc ce sang doit être compatible. Sinon, il y aura des problèmes. C'est ce qu'on va voir. C'est le cas on parle de la transfusion sanguine. Donc, il arrive parfois que l'état de santé d'un patient exige un apport de sang. Le médecin ordonne une transfusion sanguine. Mais il y a des problèmes, chers élèves. Ce problème, on va lorsqu'on mélange des gouttes de sang. Donc, quelques problèmes. Regardons la mise en évidence de transfusion sanguine, les problèmes liés. Quand on mélange des gouttes de sang, qu'est-ce qu'on observe? On a deux cas. Quand on ajoute du sang à un autre, soit il n'y a pas d'agglutination, regardons, on voit que les deux gouttes se répartissent de façon homogène, alors que ici, de façon hétérogène. On voit qu'il y a ici des amas, des groupements. Ce qui est rouge provient de la coloration rouge ici, donc il est lié aux globules rouges. Donc ces globules sont liés. Il y a ici agglutination. Par définition, désigne l'assemblage des globules rouges portant un antigène pour des molécules plasmatiques appelées anticorps. C'est ce qui est montré ici dans le schéma. Donc regardons, comment peut-on expliquer ici on a agglutination, ici pas d'agglutination. Pas d'agglutination, les globules rouges sont séparés, ne sont pas liés, alors qu'ici les globules rouges sont regroupés, sont liés par quoi? C'est par l'intervention, par ces anticorps. C'est-à-dire les deux sangs, l'un des sangs contient des anticorps qui se lient à des molécules existant à la surface, des molécules qui existent sur la surface des globules rouges. On parle aussi des hémacées portant des antigènes. Et ces anticorps sont de deux types. Anticorps contre des molécules qualifiées antigène A et des molécules qualifiées antigène B. Donc, pendant une transfusion sanguine, il faut éviter la réaction d'agglutination par le choix du sang qui est adéquat. Et chers élèves, comment peut-on différencier entre le sang? Quels sont les types de sang? Lorsqu'on cherche un sang qui est adéquat, c'est-à-dire un groupe, ici on a vu que ce sont des molécules à la surface des globules rouges qui sont responsables de l'agglutination ou pas d'agglutination. Et donc c'est pour cela on dit ici qu'il y a des groupes sanguins. Ces groupes sanguins, on va essayer comment peut-on les déterminer. Détermination des groupes sanguins se fait par l'utilisation des sérums. Sérum, rappelez-vous, sérum c'est une partie du sang. Donc, rappelez-vous que le sang est constitué de globules, des cellules sanguines et du plasma. Et dans le plasma, si on isole une molécule appelée fibrinogène, responsable de la coagulation du sang, on obtient le sérum. Le sérum, c'est le plasma moins les molécules moins fibrinogènes. Donc, le sérum qui contient les anticorps. Donc, on a utilisé trois types de sérum. Sérum contenant anti-B, sérum anti-A, c'est-à-dire des anticorps contre A, et le sérum anti-A et anti-B. Remarquons la première, une personne de groupe A. Lorsqu'on ajoute le sérum anti-B, il n'y a pas d'agglutination. Ça veut dire qu'il ne contient pas les molécules B, l'antigène B, sur la surface de ces globules rouges. Ici, on observe qu'il y a agglutination. Ça veut dire anti-A se lie aux globules rouges, aux molécules existantes aux globules rouges. Ça veut dire qu'il y a l'existence de l'antigène A. Et c'est pour cela qu'on dit groupe A. La même chose, quand on ajoute anti-A et anti-B, on remarque qu'il y a agglutination. Pourquoi? Parce que le sérum contient de l'anti-A. Anti-A qui va se fixer, qui va se lier sur l'antigène A qui existe sur la surface du globule rouge. Donc, mélange de sang A plus B, il y aura agglutination, comme vous remarquez. Groupe O. Pour le groupe O, qu'est-ce qu'il contient, chers élèves? Donc, observons est-ce qu'il y a agglutination quand on ajoute l'anti-B? Oui, non.
Quand on ajoute l'anti-A, non. Quand on ajoute l'anti-A et l'anti-B, c'est-à-dire les deux à la fois, aussi il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la surface de ces globules rouges, il n'y a pas d'antigène. Donc sur leur surface, il n'y a pas de molécules. Pas de molécules, pas d'agglutinogènes, pas de molécules responsables de l'agglutination. Et c'est pour cela qu'on dit groupe O. Il n'y a pas. Pour le groupe B, agglutination quand on ajoute l'anti-B, anti-A, donc il n'y a pas d'agglutination, anti-A plus anti-B, regardons agglutination, et donc on dit, quand on mélange B avec B, donc ici pas d'agglutination, donc on peut dire ici que le groupe B contient agglutinogène B. Le groupe AP de provient la nomination AP parce que à la fois quand on ajoute l'anti-B, il y a agglutination, ça veut dire il contient l'antigène B. Ici, agglutination quand on ajoute l'anti-A, ça veut dire il contient l'antigène A aussi. Ici le mélange normalement puisque A et B donc il va donner l'agglutination et donc on dit que le groupe AP, le sang du groupe AP contient sur leur surface l'antigène A et l'antigène B. Schématiquement, chers élèves, pour bien retenir ces informations, donc lors de la détermination, qu'est-ce qu'on peut dire? À la surface de chaque hématie se trouve un antigène, appelé aussi agglutinogène. Pourquoi agglutinogène? Parce qu'il va gêner, va induire, va provoquer la formation ou l'état de l'agglutination qui la caractérise. Dans le plasma et le sérum du même sang, se trouvent des anticorps aux agglutinines qui lui permettent de se défendre qu'on a notre sang de type différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons maintenant dans le tableau ci-contre pour comprendre cette relation entre l'existence des agglutinogènes et agglutinines. Donc le globule rouge, pour le groupe A, on a dit A. Pourquoi? Parce qu'il y a l'antigène A. Regardons à la surface, il y a l'antigène A. C'est ce qu'on a signalé ici, antigène A. Et il contient aussi des anti-P dirigés contre les autres groupes. Donc retenez-vous bien ça, chers élèves. Pour le groupe A, il y a l'antigène A, appelé aussi agglutinogène, et aussi on trouve dans le sérum des molécules qui sont anti-B. S'il y a A antigène, on trouve anticorps B. Pour le groupe sanguin B, regardons ici, donc, qu'est-ce qu'on trouve à la surface des globules rouges B? Bien évidemment, puisqu'on parle de B, donc il y aura antigène B. Et aussi, il y aura dans le sérum l'autre type d'anticorps qui est l'anticorps anti-A. Pour le groupe AB, on trouve A et B. Et puisqu'il contient les deux types d'antigènes, est-ce qu'il a besoin d'anticorps? Non, parce qu'il contient les deux types d'antigènes. Donc, A et B. Pour lui, A n'est pas élément étranger. Et aussi, pour B, n'est pas élément étranger. Et donc, il n'y a pas d'anticorps. Pour le groupe O, on a dit que O, il n'y a pas d'antigène à la surface de ces globules rouges. Et bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'antigène, ni antigène A, ni antigène B, donc ces deux molécules sont étrangères pour ce groupe. Et c'est pour cela qu'on trouve qu'il y a des anticorps quand vous voyez A et B, chers élèves. Maintenant, chers élèves, on va passer à un autre type de système sanguin, c'est le facteur rhésus. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans les transfusions sanguines, on tient compte de la compatibilité rhésus. Ce rhésus, c'est un antigène, ce sont des molécules à la surface du globule rouge. S'il est positif, il contient cet antigène. S'il est négatif, on dit qu'il n'y a pas de ces molécules à la surface de ces globules rouges. Notez bien, une personne de rhésus- ne peut recevoir des sangs d'une personne rhésus+. Pourquoi une personne de rhésus- ne peut pas recevoir de rhésus+? Pourquoi? Parce que les rhésus+, ce sont des éléments étrangers pour lui, et donc le système va défendre, va produire des anticorps. Une autre remarque, chers élèves, regardons, est-ce qu'on trouve des anticorps ici? Non, il n'y a pas d'anticorps. Même si le groupe sanguin, la personne qui a le groupe sanguin rhésus-, RH-,
on ne trouve pas des anticorps dans le sérum de cette personne. Ça veut dire, c'est une différence par rapport qu'on a vu pour le groupe sanguin, le système ABO. Chers élèves, retenez-vous bien qu'on a deux systèmes, le système APO qu'on a vu, A, B et O, et un autre système qui est le rhésus-. Maintenant, on revient. Quelles sont les conditions de la transfusion sanguine pour transférer le sang d'une personne à une autre? Donc, nous devons respecter la règle suivante. Donc, les différentes transfusions sanguines sans risque sont représentées dans la figure, comme vous voyez. Le sérum du receveur ne doit contenir les anticorps qui sont contre les antigènes des hématies du donneur ou des globules rouges du donneur. Donc, la règle, c'est que le sérum de receveur ne doit pas contenir des anticorps contre. Supposons, par exemple, A. Pour le groupe A, qu'est-ce qu'on a dit? Le groupe A, il contient l'antigène. Il possède sur leur surface l'antigène A et il possède aussi l'anticorps B. Pour O, est-ce qu'il contient des antigènes? Non. Donc, on a dit que O, il n'y a plus d'antigènes, ni A ni B. Et donc, le groupe O peut donner le sang à une personne de groupe A. La même chose peut donner le sang à une personne de groupe AB et aussi à une personne de groupe B. Pourquoi? Parce que O ne contient pas d'antigènes. Aussi pour A et AB, donc AB, il contient les deux antigènes, donc il connaît tous les antigènes, donc on peut dire que c'est un receveur universel. Rappelez-vous, chers élèves, ici, notez bien que AB est un receveur universel. Pourquoi? Parce qu'il contient tous les antigènes A et B, et donc il peut recevoir du sang de A, de B et de O. La même chose ici, pour O, c'est un donneur, on dit aussi donneur universel, parce qu'il peut donner le sang à n'importe quel groupe sanguin. Aussi, B peut donner à B, et aussi il y a des transfusions, une compatibilité, O peut donner à O, A à lui-même, et aussi pour les autres groupes sanguins. Et aussi, j'attire votre attention que les quantités transférées lors de la transfusion sont des quantités faibles. Pour les grandes quantités, il faut qu'il y ait une compatibilité totale pour éviter les problèmes liés à la transfusion sanguine. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance et merci pour votre attention.